La délivrabilité est un des sujets les plus abordés durant nos ateliers en tant que CSM et aussi en tant que question auprès du support, RGA. En parallèle, on observe aussi que l'entretien de la base de données, donc de la CRM, est un sujet qui est bien souvent dépriorisé. Et on va comprendre grâce à cette petite conférence que les deux sujets sont finalement intimement liés. Donc on a identifié deux enjeux majeurs. Le premier, être reçu. Donc là, ça fait vraiment référence aux bonnes pratiques techniques qui vont permettre au profil de réceptionner tout simplement le message dans la boîte mail. Et puis le second, ça va être lu. Donc là, on fait référence à comment le lecteur va appréhender le message qui lui est destiné. Pour débuter, on va reprendre donc les bases pour favoriser une bonne délivrabilité. Donc, pour répondre à l'enjeu d'être reçu, on va avoir un ensemble de configurations techniques, mais aussi de bonnes pratiques qui vont vous permettre de créer, dès le départ de l'utilisateur, pour pouvoir justement améliorer votre délivrabilité. Le premier point, c'est donc la configuration SPF DKIM. Je ne sais pas si ça parle à tout le monde. Et donc, justement, cette configuration, ce sont des protocoles qui vont justement vous permettre de vérifier, justement qui est l'expéditeur. C'est un des moyens les plus efficaces pour vous permettre justement d'empêcher que votre identité soit usurpée, et ça vous permet justement d'être reconnu par les FAI. Donc ça va vraiment avoir un enjeu sur cet aspect délivrabilité et faire en sorte d'optimiser que vos emails tombent bien dans la boîte de réception et pas en spam ou en indésirable. Et d'ailleurs, ces protocoles sont même devenus vraiment une norme dans l'envoi des emails. Et qu'aujourd'hui, si vous envoyez un message sans cette signature SPF DKIM, c'est prendre le risque justement d'être que les outils d'analyse justement des emails vous suspectent comme étant la mauvaise personne à ce moment-là. Le second outil, ça va être les tests anti-spam. Donc dans Spread, vous avez des tests anti-spam qui vont vous permettre justement d'attribuer une note jusqu'à 10 pour savoir quel est justement le niveau, on va dire, de votre email et le risque par conséquent de tomber en spam. Donc en plus de cette note, vous allez avoir un rapport détaillé avec des recommandations pour que justement vous puissiez détecter ce qui ne va pas à l'intérieur et mettre les solutions en place. Donc typiquement, le SPF DKIM pourrait y faire figurer si vous ne l'avez pas mis en place. Le troisième point, c'est la version texte. En effet, il y a des outils, des appareils qui ne vont pas forcément correctement afficher vos emails. Ça arrive. Et pour cela, en fournissant une version texte de vos emails, vous allez vous assurer que ce sera correctement affiché et accessible à tous. Et ainsi, justement, ça vous permettra au niveau des filtres anti-spam, de montrer que vous avez vraiment le bon message à envoyer et que vous n'avez pas un contenu malveillant à l'intérieur. Pour le quatrième, je te laisse continuer. On a ensuite le ratio texte-image. Donc ce qu'on préconise, c'est vraiment d'avoir à peu près un ratio de 70% de texte et 30% d'images pour passer les tests anti-spam justement. Ensuite, on va avoir un bon objet, évidemment. Quelque chose de court qui est percutant. Alors déjà aussi parce que c'est la première chose que voit l'internaute dans sa boîte mail. Mais au-delà de ça, c'est vrai que les tests, les filtres anti-spam sont aussi assez sujets aux mots qui sont utilisés dans ces objets. On va avoir par exemple gratuit, récompense ou alors réduction, des mots qui sont vraiment plutôt déconseillés et qui peuvent mettre en péril votre réputation. De même pour énormément de points d'interrogation ou de points d'exclamation à la chercher, et des majuscules aussi, l'utilisation de majuscules. Ensuite, on a le bouton de désabonnement. Alors là, pour le coup, ça fait vraiment, au-delà d'être une obligation en fait, légale, on va vraiment permettre à la personne qui reçoit le message de se désabonner à tout moment, c'est son droit. Et surtout, ça évite, l'internaute sait où aller en bas de la page, cliquer sur se désabonner, n'a pas à filtrer, à attribuer ce message en tant que spam. Cette pratique peut vraiment détruire votre réputation, donc c'est vraiment à ne surtout pas oublier.
n'hésitez pas à le mettre effectivement en avant. De toute façon, si la personne souhaite se désabonner, elle le fera. Donc ça ne sert à rien de le cacher, de le noyer dans un texte en bas. Le seul risque pour vous, finalement, c'est que la personne aille cliquer directement sur déclarer comme un spam et voilà. Donc 6 bonnes pratiques qui vont vous permettre de maintenir une bonne réputation d'expéditeur. Maintenant qu'on a vu du coup justement et répondu à cet objectif de comment être bien reçu, et bien ça va être maintenant comment optimiser l'ouverture. Donc au niveau de l'optimisation de l'ouverture, on a 3 points. Le premier, ça va être la pression marketing. Donc c'est justement le fait de gérer le flux de communication qui va être envoyé à un même profil et donc vous permettre de ne pas trop sursolliciter vos profils. Pour cela, ça va justement, vous avez l'option et vous pouvez l'indiquer entre une newsletter, des scénarios, pour que, si vous envoyez une newsletter, par exemple, et qu'il y a un même scénario qui s'envoie le même jour, par exemple d'anniversaire, ainsi qu'un autre sur, par exemple, le Welcome Pack, si ça arrive au même moment, et que la personne ne reçoit pas 3 messages quasiment en même temps la même journée. Le deuxième, ça va être le fait d'avoir un horaire optimisé. Donc chez Spread, vous avez la possibilité de mettre en place l'horaire optimisé. Donc on va analyser le comportement passé de vos profils, c'est-à-dire les clics qu'ils ont réalisés, les ouvertures et les commandes passées suite à ces 2 actions-là. Et ça va nous permettre justement de déterminer l'heure optimale d'envoi pour chaque contact. Ça vous permet ainsi du coup d'envoyer vraiment le bon message au bon moment pour ces personnes-là. On a ensuite un élément à envisager, ça va être vraiment la relance sur les non-ouvreurs. Donc on vient cibler uniquement les non-ouvreurs d'une newsletter ou alors d'un scénario, tout simplement. Et ça permet d'avoir une seconde chance de contacter la personne et surtout qu'elle ouvre le mail. Donc on peut passer à la slide suivante. On a un petit exemple client ici qui est appliqué avec la condition si le message n'a pas été lu sur le canal précédent au bout de X jours. Donc ça, c'est vraiment à vous de paramétrer. Là-dessus, un petit axe d'amélioration qu'on pourrait dire là-dessus, ça serait par exemple de changer, justement, comme on disait, l'objet pour optimiser les chances d'ouverture du mail. Donc maintenant qu'on a repris ensemble les points pour s'assurer d'avoir bien réceptionné, mais aussi une bonne ouverture, un des travaux à faire en amont qui est très important, qui est vraiment indispensable et un travail du quotidien, c'est d'entretenir votre CRM. Donc pour cela, justement, on va vous proposer de devenir la Marie Kondo de la CRM. Pour ceux qui n'ont pas la référence, Marie Kondo, c'est une dame qui va apprendre aux gens à bien trier chez eux. Là, on va vous proposer de faire la même chose dans votre CRM. Donc pour commencer, ça va être de segmenter. Donc là, la segmentation, ça permet vraiment d'avoir un aperçu des différentes typologies de profils qu'on a dans notre CRM, les prospects, les clients. On va aussi choisir quelles sont les informations qui nous sont utiles pour qualifier justement cette base. Donc là, je fais référence par exemple au champ personnalisé. En fonction de notre industrie, on va avoir des champs personnalisés sur des goûts, des décisions d'achat, enfin vraiment du déclaratif, vraiment pour le coup. Ce qui va te permettre d'étoffer et d'avoir de l'information qui va être utile à terme. Cette information, on la demande, donc l'internaute va aussi s'attendre à ce que cette information qu'il a délivrée soit utilisée, vraiment dans les emails, en fait, tout simplement. Je voulais juste rebondir ensuite, tout simplement aussi sur la segmentation. On a, j'entendais la discussion tout à l'heure, des segments cycle de vie qui sont directement ajoutés par défaut dans la CRM Spread. Vraiment libre à vous de modifier ces segments en fonction des critères qui sont propres à votre marque et à votre industrie. Qu'est-ce que vous considérez comme être un prospect? Pour vous, qu'est-ce qu'un client fidèle? Est-ce que ça va être basé plutôt sur le nombre d'achats, sur le chiffre d'affaires? Ça, c'est vraiment une stratégie à avoir en tête et à travailler, à revoir peut-être aussi régulièrement sur votre marque. On a également ensuite la fonction de réengagement. Donc là, pour le coup, on va vraiment essayer de réactiver des profils qu'on va dire inactifs, qui sont endormis, c'est ça, pour justement les solliciter et aussi faire valoir leur fidélité et le fait que ce soit des clients qui sont rentrés dans la base au bout d'un certain moment. Voilà, ça peut être vraiment envisagé. Et la dernière étape, ça va être de cleaner. Alors quand on dit cleaner, effectivement, c'est d'aller nettoyer votre liste de diffusion.
parce que vous pouvez avoir effectivement certains profils qui sont en fait avec des emails inexistants, qui vont quand même être dans votre base de données et qui vont faire partie de la liste de diffusion. Donc ces profils-là, et bien, quand vous les gardez et que vous contactez, c'est prendre le risque de hard bounce qui va avoir un effet extrêmement néfaste sur la délivrabilité. Donc ça va être déjà de se séparer de ceux-là. Vous avez aussi les inactifs et comme Jade vient de l'expliquer, dans un premier temps, ça va être de les réengager, mettre en place des campagnes pour justement les réactiver. Si malheureusement, eh bien, ils ne prennent pas, ce sera de prendre la décision de s'en séparer au bout d'un certain moment. Pour vous donner un petit exemple, on a justement Slow Cosmetics qui avait cette problématique-là. Donc, ils ont fait une campagne auprès de toutes les personnes qui étaient inactives et eh bien, ils ont envoyé un message avec une mini-enquête pour savoir justement s'ils souhaitaient continuer à recevoir ce type de newsletter. Et pour les personnes du coup qui ne réagissaient pas, au bout de 15 jours, il y avait une suppression. Par contre, effectivement, on a 2 points importants sur le fait de nettoyer sa liste d'emails. Le premier, ça va être d'exporter vos données en amont, parce qu'au cas où vous auriez, eh bien, on va dire, des critères un petit peu trop stricts, vous risqueriez de supprimer des personnes qu'il ne faut pas. Au moins, vous avez toujours une solution de secours. La seconde, c'est qu'une personne, quand on dit injoignable, ce n'est pas de supprimer toutes les personnes qui n'ont pas de consentement. Vous avez des clients à l'intérieur qui pourront, par exemple, à un moment donné, justement, donner leur consentement. Et c'est aussi de conserver l'historique des commandes, surtout si vous avez après un projet de programme de fidélité ou de parrainage. Donc voilà, n'hésitez pas de toute façon à revenir vers nous ou vers Aude pour ceux qui fait la CSM pour justement discuter tout ça et de bien travailler les critères pour que vous nettoyiez votre base mais correctement. Et enfin, sur l'aspect justement de bien gérer une CRM et d'avoir une CRM de qualité, et bien on va parler aussi du fait d'avoir des flux de données. Donc un des premiers conseils, c'est de faire des schémas. J'aime bien faire un dessin, souvent c'est plutôt pratique. Pourquoi cela? Vous avez plusieurs bases de données et ça va vous permettre justement de voir les flux qu'il y a entre spread, peut-être du coup effectivement votre site, mais aussi votre ERP et peut-être un autre outil. Et bien c'est là où il y a un peu des flux dans tous les sens et le risque. Du coup, c'est que si vous loupez un flux dans un sens, d'avoir une désynchronisation des données. Par exemple, une désynchronisation des consentements. Si je vous donne un petit cas concret, quelqu'un qui va recevoir une newsletter chez Spread peut se désabonner. S'il y avait une désynchronisation des flux, eh bien, un import d'un autre outil d'une autre base pourrait repasser la personne à oui. Et du coup, recevoir de nouveau une newsletter à laquelle il se désabonnerait. Et au bout d'un moment, la personne vous signalerait encore une fois en spam parce que eh bien, ça n'est pas... les flux ne sont pas correctement synchronisés. Donc faites des dessins, c'est tout bête, mais effectivement ça permet de voir des fois là où il y a une désynchronisation. Et l'autre conseil qu'on peut aussi constater de notre côté, c'est que des fois quand il y a des mises à jour de sites, des refontes ou même des mises à jour au niveau d'autres bases, eh bien certains flux peuvent s'arrêter et des données ne pas remonter. Donc un de nos conseils, c'est de vivement checker. Ça ne prend pas très longtemps, mais dès qu'il y a une mise à jour, de checker pour que vous n'ayez pas justement la mauvaise surprise ensuite de désynchronisation des données. Donc ensuite, une fois qu'on connaît sa CRM, on va pouvoir l'exploiter au maximum. Donc le but de Spread, c'est d'envoyer des communications personnalisées. Donc en tant que marque, vous êtes expert en fait dans votre secteur. Vous avez des choses à communiquer, de la valeur ajoutée à transmettre dans vos messages. Et donc, ce que je voulais dire, c'est qu'une newsletter, c'est pas seulement que commercial, comme on l'a vu notamment avec Mem. Ça va être vraiment l'occasion de créer du lien avec la marque et aussi de mettre en application votre stratégie de communication auprès des différentes typologies de profils justement qui se trouvent dans votre CRM. On a pour ce faire du coup les variables de personnalisation. Donc là, c'est tout simple, tous les champs en fait, qui sont renseignés dans la CRM de Spread peuvent être réutilisés en tant que variables. Donc on a généralement le prénom qui est beaucoup utilisé. C'est la prochaine slide, on a un petit exemple, voilà. Joyeux anniversaire Marie. Ça permet de créer en fait tout de suite le lien en fonction aussi de votre image de marque, bien sûr. Mais c'est quelque chose qui va apporter à la personne vraiment la sensation d'être reconnue dans le message et ça sera toujours positif pour elle. Ça va servir votre image de marque, ça va permettre d'apporter aussi de l'information personnelle à cette personne. Je pense par exemple au solde de la cagnotte qui pourrait être communiqué en même temps sur certains scénarios.
Ensuite, ça va être de proposer un contenu pertinent. Vraiment, il est indispensable pour que les personnes ouvrent vos messages, de proposer un contenu qui va vraiment avoir une vraie valeur ajoutée. Si je peux vous donner une anecdote de mon côté, j'avais déjà une marque d'ameublement qui avait déjà une fréquence d'envoi un peu trop excessive déjà à mon goût, qui un jour m'a envoyé un nouveau message, peut-être le 3e de la semaine, avec un objet bébé bientôt là. C'était pas du tout le cas. Et donc du coup vraiment c'est là où je me suis rendu compte qu'ils ne me connaissaient pas du tout et qu'ils me proposaient un contenu qui n'était pas du tout en accord avec ce que j'avais besoin. Je n'avais absolument pas besoin de l'IBP ou autre. Donc ça a clairement permis de faire un petit désabonné parce que j'ai reçu trop de messages mais en plus qui n'étaient pas du tout pour moi. Alors justement en bon exemple, je peux vous montrer Blédina qui eux connaissent très bien leurs clients. Donc ils ont plus de 13 scénarios qui vont accompagner les parents soucieux de bien s'occuper de leur bébé. Donc de 3 à 24 mois, ils vont recevoir des scénarios justement à chaque mois de l'enfant avec des recettes, une vraie valeur ajoutée dans le contenu, des conseils et voilà, tout ce que justement les parents attendent au bon moment. Donc ils envoient vraiment le message parfait à la bonne cible. Avec ce qu'ils ont besoin sur le moment. Et en plus d'ailleurs d'être ultra inspirant, de vraiment proposer un contenu hyper qualitatif, au niveau des résultats, si vous ne l'aviez pas vu, on est à un taux d'ouverture moyen de ces 13 scénarios de 42,43%. C'est dire que quand on envoie vraiment le bon message, effectivement les personnes ont vraiment envie d'ouvrir le contenu. Ensuite, on a le canal choisi. Donc là, ça fait vraiment référence aux consentements qui sont disponibles dans vos back-office. Vous avez bien évidemment les informations commerciales par email et SMS, mais vous pouvez aussi créer des consentements supplémentaires. Par exemple, on a des clients qui vont créer des consentements sur, par exemple, des newsletters dédiés vraiment au blog. Ça va être sur des thématiques en particulier. Ça, c'est vraiment aussi à questionner, vous, sur votre secteur, si c'est pertinent. Parce que vos internautes, ils vont peut-être être intéressés uniquement par une thématique de votre marque. Peut-être qu'une autre, ça ne les intéressera pas du tout. Et justement, le fait de segmenter les consentements, on vient vraiment s'adapter aussi au choix de ce que veut la personne et lui permettre aussi de s'abonner exclusivement à des contenus qui seront pertinents et qui vont l'intéresser. Voilà, c'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir en tête là-dessus. Et pour continuer sur les consentements, vous avez aussi la possibilité de modifier ces textes, d'ajouter de l'information aussi sur qu'est-ce que vous allez communiquer à travers votre newsletter. Peut-être vos fréquences d'envoi pour apporter toujours de l'information et être surtout transparent auprès du public. C'est vraiment ce qu'ils recherchent. Et effectivement, et pour ajouter sur la partie d'avoir plusieurs consentements, si aujourd'hui vous avez un seul consentement qui est générique, c'est-à-dire que quelqu'un qui va se désabonner peut-être parce que vous avez une newsletter sur les actualités, puis une autre sur les promotions, puis sur une autre thématique, peut-être que vous avez des personnes qui vont absolument souhaiter recevoir vos actualités, qui sera peut-être ponctuelle, par contre de recevoir vos promotions, non. Si vous n'avez qu'un seul consentement, si au bout d'un moment elle en a marre, malheureusement, d'avoir sa boîte mail qui se remplit, elle va se désabonner à vous de manière complète et vous n'aurez plus aucun moyen de la contacter. Si vous avez plusieurs consentements par sujet, la personne pourra choisir réellement ce qu'elle souhaite conserver et dans ce cas-là, vous ne la perdrez pas définitivement, elle choisira juste peut-être de recevoir vraiment ce qu'elle attend de votre part. Et puis justement sur le bon canal, c'est aussi de savoir est-ce que vous exploitez justement tous les canaux. Par exemple, également un sujet qui revient beaucoup, c'est sur les SMS. Souvent, un des retours qu'on a, c'est je ne souhaite pas être trop intrusif. Vous ne pouvez pas être trop intrusif avec des personnes qui ont justement de leur volonté souhaité recevoir des SMS. Effectivement, vous seriez trop intrusif si vous aviez forcé le consentement, si vous lui envoyez un petit SMS tous les matins pour lui dire bonjour, est-ce que tu peux l'acheter, et si vous envoyez un contenu qui ne l'intéresse pas du tout. Mais aujourd'hui, normalement, vous avez tous effectivement des consentements où la personne, par un acte vraiment volontaire de sa part, elle a dit je souhaite recevoir des SMS. Et finalement, là, ce qui peut se passer pour certains d'entre vous, comme nous on peut l'observer de notre côté, c'est qu'il y a des bases de SMS qui ne sont pas utilisées par peur d'être trop intrusif, mais finalement, en fait, c'est des personnes qui attendent de vous justement ces actualités et qui ne les reçoivent pas
Parce qu'effectivement, il y a cette peut-être fausse croyance pour certains cas d'être trop intrusif, alors que justement, ils attendent de vous ces nouvelles par SMS, parce que justement, potentiellement, ils ont choisi ce canal-là et ils ne sont pas du tout OK. Tout simplement, voilà. Exactement. On a aussi des clients finaux qui ne regardent pas du tout leur boîte mail, qui ne vont jamais ouvrir un seul mail. Et là, pour le coup, on est vraiment sur un canal qui est complètement différent et qui peut être très efficace, qui est même très efficace. Exactement. On avait justement un petit exemple ici de Plaza qui a du coup envoie des SMS, mais de manière très précise. Donc on a effectivement une cible qui est très précise, qui sont des membres d'un club. On a un message qui est très pertinent et percutant, qui est un événement que les membres du club ne souhaiteraient pas louper. Et puis il faut rappeler que le SMS a une délivrabilité qui est vraiment imbattable. Donc voilà, ça permet vraiment que les personnes réceptionnent ce message. Donc pour conclure, on voit bien que la délivrabilité, c'est un ensemble entre des bonnes pratiques techniques, puis aussi un peu d'humain dans tout ça, pour pouvoir assurer la lecture d'un message. Donc on a vu, c'est à la fois des bonnes pratiques techniques, aussi le fait de bien entretenir sa base de données, et puis de créer de la proximité avec vos clients. Et là, vous aurez du coup la recette pour être lu et que vos messages soient vraiment délivrés et réceptionnés à tous. Est-ce que vous avez des questions sur ce sujet? Ça a l'air d'être hyper clair. C'est parfait. Vous allez tous avoir des taux au top. Non, c'est bon pour vous? C'était clair? Ok. Eh bien, si c'est clair pour tout le monde, merci. Eh bien, merci beaucoup. Et on